Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette nouvelle édition d'À Travers. Cette émission est une production de Technogroup Communication SA qui vise à vous faire découvrir une personnalité haïtienne ou étrangère qui, de par son parcours, contribue au développement de la culture, de l'économie ou de la politique d'Haïti. Notre invité aujourd'hui est celui qui est surnommé le Père Noël haïtien. Il s'agit de M. Lionel Benjamin, pardon. Monsieur Benjamin, bonjour. Bonjour Ralph. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi qui te remercie. C'est un privilège que j'ai de pouvoir m'adresser à ton auditoire aujourd'hui. C'est bien. Vous êtes né ici à Port-au-Prince en 1945. Dites-nous, comment était la configuration de votre famille à votre arrivée? Étiez-vous l'aîné ou le Benjamin? Bon, au fait, c'est l'une des rares fois que je dois vraiment parler de ma famille. C'est que mon père s'appelait Siméon Benjamin. C'était un artiste. Il avait une troupe de danse qui s'appelait Aïda. Je pense qu'il a été le premier à amener une troupe de danse folklorique aux États-Unis. Il était aussi l'ami de grands sénateurs américains et tout ça. C'était un artiste dans l'âme. Il allait sur les bateaux. Il avait toujours des vestes de couleurs différentes. Et au fait, je dois te dire que mon père m'a reconnu, j'avais 10 ans. Je portais le nom de ma mère avant. J'étais Franz Fontaine. Fontaine. Yeah. Ma mère est des Cailles et mon père est du Môle Saint-Nicolas et moi je suis né à Port-au-Prince. Des extrêmes. Exactement. Moi je suis arrivé au milieu. C'est-à-dire vous avez la fontaine de l'art de votre sang, vous avez l'art qui est en vous, quoi. Et oui, moi je pense que je tire ça de mon père et quelque part dans la famille Benjamin, je pense qu'il y a sûrement un gène artistique. C'est vrai. Oui, c'est ou bien la peinture ou bien la musique. Pour vos études classiques, vous avez été à Saint-Louis de Gonzague. Comment est-ce que vous avez commencé vos talents de chanteur? Bon, mes études, j'étais à l'école primaire, à l'école Maria Delbo. Ensuite, j'ai été à Saint-Louis de Gonzague et ensuite au centre d'études secondaires, où j'ai eu le privilège de rencontrer des professeurs vraiment extraordinaires comme Jean-Claude, Vadel Pompilus, Leslie Maniga, Max Chancy, et la femme de Leslie Maniga aussi, en tout cas, des gens vraiment que j'aime beaucoup. Et au fait, j'ai commencé à être dans la musique très très tôt parce que j'avais un groupe d'amis au Pont Saint-Géo où j'habitais. Il y avait une vieille Ford 4 à côté et puis je tambourinais sur les ailes de ce truc-là qui était une voiture vraiment ancienne. Et nous avions un petit groupe, je jouais un peu de l'harmonica. Et ensuite, j'ai joué de l'accordéon. Ma mère était partie travailler aux États-Unis, je lui ai demandé de m'envoyer un accordéon. Mais comme elle ne connaissait pas très bien, elle m'a envoyé un accordéon tout à fait bizarre, c'est-à-dire que quand tu l'ouvrais, c'était une note, quand tu le fermais, c'était une autre note. Oh là là. J'ai dû apprendre à jouer de ça. Et on a commencé un petit groupe qui par la suite est devenu les fantaisistes, pas les fantaisistes de Carrefour. Oui. Et on jouait des soirées chez les gens, dans les salons des gens, et on nous payait avec la boisson, le gâteau et tout ça. C'était ça. Donc on circulait dans le quartier, c'est-à-dire à la ruelle Marcelin, à la ruelle Audin, tout ça, à la ruelle Vague aussi. C'était ça. C'est pas peu de choses. Non, c'était pas peu de choses. Okay. Peu de choses, c'est près de Saint-Gérard. Okay. Là, je te parle de la ruelle Audin, près du Sacré-Cœur. Du Sacré-Cœur, c'est vrai. La ruelle Marcelin, la ruelle Vague. Tous les gens, il y a d'autres amis qui sortaient d'ailleurs, qui venaient nous trouver. Et le petit groupe jouait des soirées dans les salons des gens. Et nous, on rentrait avec l'accordéon dans sa boîte, on ressortait avec l'accordéon sur notre dos. Parce qu'il y avait d'autres choses dans la boîte de l'accordéon. Il y avait des bouteilles de rhum, du gâteau, du coca, du Cévenov et tout ça. Et on s'amusait. Déjà, ce sont les premiers pas, disons, dans votre carrière de chanteur. Oui, bon, je ne savais pas que je chantais à ce moment-là. Et par la suite, ce groupe de jeunes est devenu les Cheucheleux. C'est eux qui ont formé les Cheucheleux. J'étais déjà parti, aller étudier là-bas. Et ensuite, mais avant ça, quand il y avait l'époque de... Il y avait un animateur à Radio Métropole, un Français, qui avait des émissions de chansons françaises. Et il y avait aussi l'époque de ce qu'on appelle les Johnny Hallyday. Oui. Et il y avait des jeunes en Haïti qui imitaient ces gens-là. Il y avait les copains et il y avait les vampires. Alors moi, quand les copains jouaient au ex-théâtre, par exemple, il y avait Boulot Vaco, il chantait les copains avec son jaquette de cuir et tout ça. Et puis, après, une fois qu'ils avaient joué au ex-théâtre, nous on allait continuer la soirée en compas
chez des amis. Donc j'avais un petit groupe qui jouait du compas et eux ils jouaient de la musique rock à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je battais du tambour. Je ne chantais pas vraiment parce que je ne savais pas que je pouvais chanter. Et c'est bien après que ça a commencé. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. Et je suis parti donc pour aller étudier aux États-Unis d'abord, aussi au Canada, où j'ai terminé mes études. Et j'étais au collège Jean de Brébeuf à Montréal. J'étais pensionnaire. Et il y avait un Canadien qui était pensionnaire aussi, mais qui s'en allait chez lui tous les week-ends. Et il avait une guitare. Alors un jour, je lui ai dit, écoute, comme tu as la guitare toute la semaine, prête-moi cette guitare, je vais m'amuser pendant le week-end au collège, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais il y avait encore quelques pensionnaires. J'ai commencé à jouer et de la guitare avec ceux qui restaient au collège avec moi, qui habitaient certainement peut-être trop loin pour aller chez eux. Et puis là, j'ai commencé à voir des gens qui m'entouraient, ils trouvaient que je chantais bien, moi je ne savais pas que je pouvais chanter. J'interprétais des chansons de Beko, d'Aznavour, etc. Et puis un jour, il y a un qui m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas essayer à la boîte à chansons Le Patriote? J'ai dit, bon, enfin je ne sais pas, pourquoi? Il dit, bon, parce qu'on voit que tu es capable de chanter, etc. Là, c'est un Canadien, c'est pas un Canadien, oui. Et puis vraiment, je me suis dit, bon, pourquoi pas? J'ai pris ma guitare et on faisait des auditions. J'ai été à cette boîte à chansons qui se trouvait à la rue Saint-Denis. Et puis j'ai donné une audition et j'ai été accepté. Wow. Donc je reviens au collège, je me dis comment ça s'est passé. J'ai dit bon, ça marche. Et on m'assignait une province dans le Canada chaque week-end. Wow. J'allais un samedi avec ma guitare, ma voiture, je chantais puis je rentrais. La semaine d'après, etc., etc. De fait, votre voix a commencé à charmer un public canadien avant le public haïtien. Absolument. C'est vraiment. Mais j'étais entré à Port-au-Prince, je ne me rappelle pas exactement quelle année, et j'avais laissé à Télé Haïti à l'époque une chanson qui s'appelle Vévé. Il dit soleil, avec une chemise africaine. Et pendant que j'étais au retour au Canada, il continuait à passer cette chanson qui était en somme comme une première vidéo, je dirais. Okay. Quand on dit Benjamin, c'est surtout le chanteur qu'on voit, mais nous savons que vous êtes biologiste également. Vous êtes également un lifer appartenant à cette communauté de développement personnel Life Leadership. Oui. Vous êtes également un père. Parlez-nous de cet aspect-là de vous. Bon, père de famille, bien sûr. Oui, père de ma fille aussi. Absolument. Je suis absolument fier de mes enfants, de ma famille, ma femme et mes enfants. Ma femme qui est une psychologue hors pair, je pense que... Une des premières en Haïti. La meilleure, en fait, je devrais dire. Non, je suis... Non, objectivement, hein, c'est vraiment la meilleure. Parce que c'est quelqu'un qui a un esprit ouvert, qui étudie toutes les nouvelles choses qui viennent en termes de psychologie, d'études, de pouvoir aider les gens. Donc c'est ça son leitmotiv, tu vois, c'est d'abord aider les gens. Donc on a 3 enfants, il y a Lionel, il y a Mélodie et il y a Michael qui est mon dernier. Et on est une famille vraiment unie, on est vraiment content d'être ensemble tout le temps. D'ailleurs, mes enfants sont pratiquement tous en Haïti. Et il y a Mélodie qui est psychologue comme sa mère et Michael qui est chanteur comme son père. Mika Ben. Oui, et Lionel qui est notre manager. Mon manager est celui de Michael aussi. Super. Lionel. Alors, en fait, Mélodie, elle tire son nom du chanteur, le père chanteur, ou c'est une mélodie qui vous a poussé, qui vous a passé le nom de Mélodie? J'ai composé une chanson qui s'appelle Mélodie, qui était pour ma fille d'ailleurs. Tout le texte parle d'elle, de Mélodie. Et c'est après ma chanson qu'on a écouté d'autres personnes qui ont essayé de composer des chansons pour leur fille aussi, comme Soukaina et tout ça après. En France, on a Michel Sardou qui dit une mélodie pour Élodie, mais c'est Élodie, c'est pas Mélodie. Non, mais Mélodie, je crois que c'est d'avant Michel Sardou de toute façon. Vos chansons sont extraordinaires à un point qu'ils traversent les âges. Parlez-nous de... Vous avez commencé à chanter vraiment dans les années 70. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu. Mais parlez-nous un peu plus largement de ces débuts. Est-ce que c'est le Canada, c'est en quelle année? Ou est-ce que c'est effectivement en 70 en Haïti? Expliquez-nous un peu. Non, j'ai commencé à chanter, je suis né en 45, j'ai commencé à chanter, j'avais à peu près 16-17 ans. Ah. Oui, après ça, au Canada, quand j'ai fait la Radio-Canada aussi parce que j'ai joué dans des feuilletons, j'ai participé à des trucs à Radio-Canada. Vous êtes acteur également? Oui, j'ai joué dans 8 films. Oh là là. 8 films haïtiens d'ailleurs. Et j'ai fait du théâtre à mon retour en Haïti. J'ai passé 10 ans au Canada. Je suis entré en Haïti en 1975. Et j'ai commencé à faire du théâtre.
avec Paulette Poujol-Oriol, Frédéric Surpris et tout ça. J'avais même joué dans une pièce qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait J'y suis, j'y reste. J'ai joué le rôle de comte. Mais c'était vraiment, alors je revois le parcours là maintenant, c'était vraiment intéressant. J'ai fait beaucoup de choses. J'adore la musique vraiment c'est moi. Mais quand je participais à un autre business de vente directe, j'avais dû abandonner la musique, ça a causé un trou chez moi que j'essaie de rattraper là maintenant. Vous nous parliez tout à l'heure de des Schleu, mais les Frères des Gens, vous étiez également membre de ce groupe de chanteurs. Parlez-nous un peu de cette expérience. Je n'étais pas membre des Frères des Gens. Tu vois, quand j'étais aussi animateur à Radio Métropole à un certain moment, où j'animais l'émission de musique haïtienne, le Compas Direct, et j'étais en contact avec tous ces groupes-là, et je les aidais parfois à arranger des choses. J'aimais beaucoup les Frères des Gens, parce que j'aimais leur style d'harmonie, tu sais, le sax et la trompette, ils s'entendaient tellement bien. Jusqu'à présent, j'aurais aimé pouvoir acheter toute la collection des Frères des Gens, vraiment. Et j'ai aimé travailler avec eux parce que j'ai fait un disque avec eux aussi, même peut-être 2. Et on s'entendait beaucoup, on avait des chromosomes cochons. Alors peut-être c'est cette entente qui a poussé beaucoup de personnes à penser, écoutez, Lionel, il chante avec les Frères des Gens, il est des Frères des Gens. Hein. Je ne suis pas des Frères des Gens, j'ai travaillé avec le DP Express, j'ai travaillé avec le Bossa Combo, et j'ai passé 10 ans avec le Caribbean Sextet aussi, comme chanteur avec Boulot. Donc j'ai une longue carrière, si tu veux, dans la musique, et j'aime beaucoup aider les gens parce que j'ai un goût spécial pour la musique. J'aime tout ce qu'il y a en musique. J'aime le compas, j'aime le jazz. Le rap également? Pas moins le rap. Non, tu sais pourquoi? Non, le rap c'est parce que, selon moi, le rap ça veut dire rhythm and poetry. J'ai eu une discussion comme ça avec Michael justement à ce propos-là. C'est du rythme et de la poésie. De la poésie. Si on extrapole, on peut dire que le rythme c'est un peu de la musique, parce que la musique il y a du rythme dans la musique. Mais je pense que comment dirais-je, le chemin que prend le rap maintenant, je trouve pas ça tellement intéressant. C'est pas tellement poétique. Non, vraiment. Les gens, surtout maintenant, les jeunes chanteurs de rap, pratiquement ils disent n'importe quoi. C'est ouvert à tout le monde qui dit n'importe quoi, n'importe comment. Donc, c'est un peu désagréable, moi je trouve. Et ça pose un petit problème en termes de musique. Et si tu vois qu'il y a beaucoup de groupes qui battent de l'aile un peu, et c'est parce que je crois qu'ils ne font pas suffisamment de recherche, ils ne viennent pas suffisamment avec des nouveautés ou bien des sons nouveaux. Et surtout, ce sont les textes, je pense, qui sont vraiment souvent désagréables parce que un petit peu monotone, parce qu'on se rend compte que ce ne sont pas des gens qui lisent. On a un groupe de mots qui est le même groupe de mots qui circule dans presque toutes les chansons. Qui reviennent à chaque chanson, qui reviennent à chaque groupe. Exactement. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais Michael, c'est ce qui fait la différence avec Michael. Michael, non, je l'ai appris à lire, j'allais dire forcé, mais je l'ai aidé à lire parce que presque tous les livres que je lisais de lire tel livre. Michael a beaucoup de vocabulaire. Et c'est ce qui fait, on se rend compte dans ces textes. Parfois les gens pensent que c'est moi qui écris les textes de Michael. C'est pas vrai. C'est lui qui a été toujours bon en rédaction à l'école. Donc, non, c'est vrai, il écrit de très bons textes. Je pense qu'il réfléchit, il pense à ce qu'il dit aussi, il est vraiment sincère. C'est pour ça que je l'aime beaucoup en tant qu'artiste. Et en tant que fils également. Non, je suis très fier de lui. Tu sais, il est bon. Il est bon. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progrès sans difficulté. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées vous-même sur votre parcours, votre chemin, et comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Bon, avec ce que je t'ai raconté comme mon enfance, j'aurais dû peut-être ne pas réussir parce que j'ai été élevé par ma mère jusqu'à l'âge de 10 ans. Et mon père m'a reconnu à partir de 10 ans et il m'a reconnu, il m'a souvent me montrer aussi, c'est son fils, etc., etc. Mais ne s'est pas vraiment intéressé à mes études. Bon, ça, je ne vais pas raconter cette partie-là. Au fait, mes études ont été payées par ma mère parce qu'elle ne voulait pas dans un certain moment. Et qu'il y a eu un désaccord entre nous à cause de ça, justement. Et est-ce que j'ai eu des obstacles? Bon, oui, je suppose que j'ai des obstacles comme tout. D'ailleurs, les obstacles sont nécessaires à la réussite. Hein. Absolument. Et c'est souvent ce que les gens ignorent, c'est que une réussite est une somme d'obstacles. Une réussite est une somme d'échecs. L'échec n'est pas contraire à la réussite, l'échec fait partie de la réussite. Absolument. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui se découragent vite quand ils commencent à faire quelque chose. Dès qu'il y a un obstacle sur leur chemin, ils sont découragés. C'est pas vrai, il faut continuer. L'obstacle même est quelque chose que Dieu met sur votre chemin pour vous aider à grandir. On dirait que l'abandon est plutôt le contraire. C'est parce que c'est plus facile d'abandonner, c'est tout. Oui.
Alors, Monsieur Benjamin, là, nous sommes arrivés au moment de la pause. Nous allons prendre une pause, nous allons revenir pour continuer à parler de votre carrière, de ce parcours qui a tellement servi non seulement à la chanson haïtienne, mais à la littérature haïtienne également, pas seulement les livres. Vous écrivez également. J'écris un livre. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai écrit un seul livre. Je ne suis pas sûr de pouvoir en écrire un autre, mais on ne sait jamais. Parce que je ne savais pas que j'allais écrire ce livre de toute façon. Tu vois? Donc, le titre de ce livre, ça s'appelle Haïti 2004, la révolution mentale, la révolution finale. Et c'est un livre, je crois, que la majorité des jeunes haïtiens devraient lire parce que j'explique beaucoup de choses dans ce livre-là. Je donne même un peu les règles du succès. Et les règles du succès sont universelles et ce ne sont pas des règles haïtiennes, mais des règles américaines. Quelqu'un qui connaît les règles du succès peut les pratiquer n'importe où et réussir. Alors, est-ce que vous pourriez communiquer aux jeunes bien avant la pause quelques règles, au moins, disons 5, s'il y en a peut-être des centaines, hein, on va passer avec 5. Non, d'abord, je pense qu'il faut avoir de la vision. La vision. Et quand on te dit que tu ne pourras jamais réaliser ce que tu n'as pas visualisé, c'est tout à fait vrai. Absolument. Tu dois d'abord voir quelque chose sur ton écran mental et ensuite il y a un exercice à faire pour que ça arrive. Parce que tout ce que tu peux avoir comme rêve, c'est sûr que Dieu t'a donné le moyen de le réaliser. Parce qu'il ne te donnait jamais un rêve que tu ne sois pas capable de réaliser. C'est-à-dire, il faut d'abord une vision. Absolument. Il faut faire de la visualisation, une image mentale. Et ce qui est plus important, c'est en visualisant, il faut mettre l'émotion. Et l'émotion est la clé, c'est le secret de toute bonne visualisation. Cela fait 2. Une vision, la visualisation, la vision. Ouais. Maintenant, l'émotion. On va dire qu'il en manque peut-être 3, même plus. Bon, il n'y en a pas une vingtaine, mais dès que tu appliques, d'abord, il faut savoir que tu es capable. Il faut savoir que tu mérites ça. La confiance en soi et savoir que tu le mérites. Parce que tu peux penser que tu ne le mérites pas et que tu ne feras rien pour ça. C'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il faut avoir de grands rêves. Si tu as de petits rêves, tu n'iras pas loin. Parce que tu ne feras pas d'efforts pour réaliser ces petits rêves. Ils sont tellement simples et tellement faciles à réaliser que ça ne te demande pas grand-chose de toi-même. Or, il faut être avant de faire, il faut faire avant d'avoir. Il faut être avant de faire, il faut faire avant d'avoir. Ça, c'est bon. Ça, c'est de Zig Ziglar. C'est une maxime que j'adore parce que je crois que ça résume certainement la vie et le succès de beaucoup de gens dans le monde. Et vous pensez en Haïti, c'est ce qui manque peut-être? Oui, je pense qu'en Haïti, nous n'avons pas suffisamment de visionnaires, pas suffisamment de leaders. C'est pour dire le mot carrément. Et les gens n'ont pas de vision. Les gens ont un short mind, comme on dit, c'est très court. S'ils ont comme vision, ils ne voient pas de loin. Ils voient pas, ils n'ont pas de rêve. Ils ont des rêves à court terme. Ils n'ont pas de rêve à moyen terme ni de rêve à long terme le plus souvent. Donc c'est pour ça que les Haïtiens en majorité vont toujours dans leur avoir. Ils ne s'occupent pas de l'être. Il faut bâtir son être avant de pouvoir faire pour avoir. C'est-à-dire que l'être est déterminant. Absolument. D'ailleurs, les Américains ont commis cette erreur à un certain moment, c'était de faire des grosses machines et d'utiliser des grandes machines. Et ils se sont rendus compte par la fin que c'était les gens qui utilisaient ces machines qui étaient importants, pas les machines. Monsieur Benjamin, nous sommes arrivés au moment de la pause. Merci une nouvelle fois de répondre à cette invitation. Nous allons revenir pour continuer à parler non seulement de succès, de votre parcours, de votre carrière. Vous avez tellement apporté à la musique haïtienne, à la littérature haïtienne, à la société haïtienne. Et nous prenons la pause, nous allons revenir dans un instant. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes arrivés au moment de la pause à cette émission d'À travers pour aujourd'hui. Nous vous invitons à rester branchés pour la suite de cette émission. Si son acheter fait, acheter motoboxer. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motobox simplement dans mon paquet plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto pour les motos. Moto boom boxer. Cascadeur pour les motos. Boxer. Chauffeur taxi gère les motos. Motoboxer
disponible dans 3 magasins ça yo. Bajaj 20 route de l'aéroport, 21 rue Lamar, Pétionville et puis Plaza Delima Dikini. Tout fanatique Tony Mix ou pas veut faire corvée, achetez. Boom boom boxer. On vous rappelle que vous suivez l'émission À Travers et notre invité pour aujourd'hui est le chanteur-compositeur haïtien, plus que ça, il est aussi biologiste, M. Lionel Benjamin. Avant la pause, M. Benjamin, on parlait de votre parcours, de votre début en tant que chanteur, de votre expérience. Maintenant, expliquez-nous comment est-ce que vous parvenez à faire le mariage entre la musique, la biologie et l'entrepreneuriat. Bon, et pour parler de la musique et de la biologie, laisse-moi te dire que ça m'appelle, j'étais professeur à la faculté de médecine pendant quelques années et les gens ne me connaissaient pas sous ce jour-là, ils connaissaient le chanteur. Parce que comme je t'avais dit, quand je suis entré ici en 73, j'avais laissé une sorte de vidéo à Télétique, les gens voyaient déjà qu'ils me connaissaient. Alors j'arrive pour donner mon cours à la faculté de médecine et les élèves, il y a des élèves aux fenêtres et ils attendent. Très bien. Ils pensaient que vous allez chanter pour eux? Non, justement, là je m'assieds et j'attends. Et puis, il me dit, mais avant de commencer le cours, vous devrez chanter. J'ai dit, moi, chanter, je dis jamais. Je dis, pas le chanteur qui est là, c'est le professeur. Mais j'avais appris ça, comme j'ai une maîtrise en pédagogie, j'avais appris qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si j'avais fait ça, je les aurais perdus pour l'année. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert un livre à mon pupitre, j'ai commencé à lire. Je les regardais de temps en temps, jusqu'à ce qu'ils soient découragés. Et quand ils étaient tous partis, à ce moment-là, j'ai commencé le cours. Avec quelques-uns seulement? Oui, pas de problème. Ceux qui étaient en principe restés de ce cours, il y avait d'autres classes qui étaient venus. Parce que c'était moi, ils connaissaient le chanteur, ils pensaient qu'ils allaient chanter. Absolument. Si j'étais tombé dans ce piège-là, j'aurais perdu pour toute l'année. Donc, bon, au fait, j'ai été en biologie parce que la médecine m'intéressait beaucoup. J'ai failli être médecin, j'aurais pu être médecin. Mais je pense que la musique l'a emporté. Donc, j'ai fait quelque chose de connexe. J'ai un bac en biologie, j'ai une maîtrise en pédagogie, c'est la formation de professeur en sciences, et puis la chanson, quoi. La chanson. Ça, c'est moi. Parlez-nous un peu de vos chansons. Et Okite-moi aller, Ouais. et Abdé Noël, c'est ça? Et puis, il y a Noël Tap Tap également. D'où puisez-vous votre inspiration? Je puise mon inspiration, je suppose, comme tous les artistes, de mon environnement. Et Abdé Noël, c'est une chanson, au fait, j'étais un petit peu fatigué de voir les gens chanter White Christmas et des trucs en anglais ou bien une traduction de chansons en anglais. Je me suis dit, mais pourquoi pas chanter des chansons qui décrivent la Noël en Haïti? Au fait, la chanson Abdé Noël est une histoire de succès. C'est l'Abdé Noël qui explique qu'il se prépare pour que ce soit lui qu'on choisisse pour aller dans le salon, qu'il va être dans la poussière sur le toit d'un camion pour arriver en ville. Mais c'est pas grave parce que son rêve, c'est d'arriver dans le salon qu'il soit décoré. Et c'est toute sa vie est basée sur ça. Même si après on le brûle pour les rois, mais il aurait réalisé son rêve d'arriver dans un salon et d'être décoré, d'être beau et tout ça. Et de donner de la joie à tout le monde. Absolument. Ça, c'est une sorte de succès. Et cette chanson, Okite-moi aller, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est une expérience que vous aviez eue, c'est ça? Non, alors, on m'a déjà posé cette question. C'est que, au fait, j'essaie de comprendre pourquoi les gens aiment tant cette chanson-là. Je constate que bon, en fait, tout le monde aime cette chanson-là pratiquement, et même les jeunes. Et quand on parle de moi, il y a des gens qui me disent, je t'ai vu pleurer à une émission, etc. J'ai dit, j'ai pas pleuré parce que Milien chantait la chanson. J'ai pleuré parce que c'était l'émotion de voir que les jeunes aimaient cette chanson-là. Parce que pour moi, les jeunes n'étaient plus dans le sentiment, et puis ce genre de chanson, un boléro, ça ne les intéressait plus. Mais j'étais étonné de voir qu'ils aimaient cette chanson. Et que Mini, en interprétant cette chanson, lui a donné encore plus de volume, je sais, tu vois. Et puis, bon, mais tu sais, comme le font souvent les animateurs, c'est une erreur. C'est pas la seule chanson que j'ai écrite. J'ai aussi écrit la réponse à cette chanson, qui s'appelle Réponse. C'est une femme qui chante et qui dit pourquoi elle avait laissé l'homme. Mais les radios de Jojo avaient cette chanson-là. Ah bon? Oui. Bon, je ne sais pas. On va pas perdre l'émission si vous nous chantiez un petit peu ce qu'il y a dans cette chanson, parce que moi, peut-être je l'ai entendu. Non, je vais te faire deux fois. Dis, moi qui t'ai malé, pas de choisir la société, me devine pas quoi là-haut. L'aime dans des amis parler, ça y est, dit là-haut. C'est ça que t'es bon qu'à sauter. Alors ça, c'est le début de la chanson.
Ah bon, Ça s'appelle réponse. je vais m'exercer pour je vais l'écouter, franchement. Il faudrait que tu la cherches, parce que les radios ne jouent jamais. Et tout le monde joue qui te demande. Tu vois? Alors, est-ce que c'est vous qui chantez cette chanson-là, la réponse? Non, c'est une jeune femme qui la chante. Oui. Peut-être que c'est ce qui fait que... Ça s'appelle Alix Pierre-Louis, d'ailleurs. Alors, c'est peut-être ce qui a poussé les médias à ne pas jouer la chanson parce que c'est pas la voix de Lionel. C'est possible. Peut-être, oui. Alors, la biologie, vous l'avez oubliée. Vous l'oubliez maintenant ou est-ce que vous l'exercez toujours? Et je n'exerce plus, j'ai encore quelques bribes dans la tête, tu vois, mais j'exerce surtout mon amour pour l'enseignement. J'enseigne pas la biologie, j'enseigne beaucoup d'autres choses aux gens. J'enseigne, et par exemple, ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut être avant de faire, il faut faire avant d'avoir. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils construisent leur être, ce qu'ils sont, vraiment. D'abord, leur mission sur la terre, quand ils sont venus faire, ils ont une mission, certainement, on n'est pas venu là par hasard. Et je les aide à trouver leur chemin, à trouver leur mission et à la réaliser. C'est-à-dire que vous êtes comme un coach de vie, en quelque sorte. C'est un gros mot, ça. C'est un peu gros, mais bon. Ouais, un coach de vie. Il y a quelqu'un là, pendant que tu dis ça, il y a quelqu'un qui m'a nommé son mentor. Il m'appelle tout le temps, tu es mon mentor, je lui prête des livres pour l'aider à réaliser son rêve, il veut être un leader. Je dis très bien, il n'y a pas de problème, il y a des livres. On ne naît pas leader, on peut le devenir. Pendant que vous y êtes, comment construire son leadership? Comment, quelque part, également construire cette personne, sa personnalité, son caractère et tout le reste, quoi? Il faut lire beaucoup. Beaucoup de lecture. Et je pense que c'est ce qui manque à nos jeunes, c'est qu'ils ne lisent plus. Et ce n'est pas seulement en Haïti, à travers le monde. Il y a plus d'une centaine de maisons d'édition, il y a très peu de gens qui lisent. C'est vraiment anormal. Mais il y a des livres qui sont des livres clés. Si tu lis par exemple Le cadre du cache-flow de Robert Kiyosaki, tu vas te rendre compte qu'à travers l'étude de ce qu'il a constaté, il y a 90% des gens dans le monde qui sont dans le cadre de ce cadre-là, c'est-à-dire qui sont ou bien des employés ou bien des travailleurs autonomes. Absolument. Et il y a 10% de gens dans le monde qui sont dans le cadre du business. Absolument. Et de l'investissement. Pourquoi cette disproportion? Parce qu'il y a les gens qui sont à droite, je dirais, qui sont dans l'investissement et peut-être ils font... C'est sans doute parce qu'ils ont une information et ils lisent beaucoup. Voilà, ils ont l'information que les autres n'ont pas. Et la différence est tellement cruciale, c'est que les 90% des gens se battent pour les 10% de ressources de la terre, alors que de l'autre côté, tu as 10% des gens qui partagent 90% des ressources de la terre. C'est une belle expérience, ça. Absolument, oui. Donc, une fois que tu comprends ça, écoute, les autres choses coulent de même. C'est facile. C'est-à-dire, le meilleur investissement, le plus grand investissement à faire, c'est toi, en toi-même. C'est ce que Warren Buffett, d'ailleurs, avait dit à un tas d'étudiants qui lui posaient la question, parce que Warren Buffett est un bonhomme qui vaut à peu près 63-64 milliards de dollars. C'est un fils de paysan. Je ne peux même pas dire qu'il est riche, c'est stupide, c'est le monde de dire qu'il est riche, mais les cartes de crédit Visa, Mastercard lui appartiennent. C'est pour le cas où tu hésitais à choisir une carte. Et il a dit à un tas de jeunes qui lui posaient la question, mais comment vous avez fait pour avoir cette richesse? On aimerait avoir votre expérience pour arriver sur le marché du travail. Il leur a dit, la première chose à faire, c'est de ne plus avoir de dette du tout. Deuxième chose, c'est d'investir en vous-même. Tu vois, les gens ne font pas attention à ça. Quand je demande à quelqu'un, si on te demande, on va t'offrir 100 000 $ pour que tu donnes un œil, un tes yeux, est-ce que tu vas le donner? Les gens me disent, mais non. Ça veut dire qu'au départ, tu penses que tu vaux 200 000 $ parce que tu as deux yeux. Okay? Mais si j'ai posé la question pour ton bras, pour tes jambes, ça veut dire que tu n'as pas de prix. Absolument. Mais tu dois comprendre que tu es, quand même si tu n'as pas de prix, tu as un outil standard que Dieu t'a donné, mais qu'il donne à tout le monde qui est ça. Ce cerveau-là est un organe créateur qui crée, parce que l'imagination est plus haute que la connaissance, selon Einstein. Ok? Donc, tu as un outil là qui est vraiment phénoménal, que seuls les hommes ont. Et quand Dieu dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance, il a tout dit. Si on vous demande de parler de vous, de retracer votre chemin depuis votre enfance, votre jeunesse, l'adolescence, le jeune adulte, jusqu'à aujourd'hui, cette personnalité, on dirait même cet ambassadeur, ce diplomate de la musique haïtienne, de la culture haïtienne que vous êtes devenu, quel terme auriez-vous utilisé? Waouh, la simplicité. La simplicité. L'humilité. Parce que, et je me rends compte que malgré ce que je sais, j'ai tellement de choses à apprendre.
j'ai une curiosité énorme aussi. C'est pour ça que j'essaie de comprendre beaucoup de choses autour de moi, ce qui se passe dans ce pays particulièrement que j'aime beaucoup. Pourquoi ce pays est dans cet état-là après 212 ans d'indépendance? Ce n'est pas normal. Tu comprends? Les pays africains, il y a certains pays africains qui ont fêté dernièrement peut-être leurs 53 ans d'indépendance. Nous venons de fêter nos 212 ans d'indépendance et le pays est dans cet état. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui marche en tout cas. Et ce qui ne marche pas d'après vous, peut-être juste une interprétation, une compréhension de la fête, c'est peut-être le mental. C'est le mental, c'est sûr. Tout se passe là. C'est la façon de penser des gens. Nous pensons mal. Et nous devons apprendre à bien penser parce que tout se joue là. Tout. L'environnement, les gens ne peuvent pas croire que même tes pensées ont un effet sur le climat. C'est vrai. Oui. Donc si tu ne comprends pas ça, voilà au fait. Si tu as des idées négatives, tu attires des choses négatives. Ça c'est clair. C'est la même chose si tu as des idées positives, tu attires des choses positives. Alors quand l'Haïtien te dit tout le temps souvent, puis tu me l'aides là, moi ça me fait sourire parce que je sais qu'il y a plaid et puis il y a plat. Mais ça prend la même énergie de dire plutôt me l'aide là que de dire plutôt me belle là. Si les gens commençaient à dire plutôt me belle là, ils sont belle vraiment et ils sont plat. C'est une bonne chose. Il faut commencer à repenser, à penser. Il faut apprendre à penser. Différemment. Différemment. Absolument. Et c'est pas où est-ce que ça commence? À l'enfance. Parce que tu vois, même quand il faut pas désapprendre aux jeunes à rêver. Tout commence par un rêve. Et quand, par exemple, étant petit, tu dis à tes parents, par exemple, ah, je vais être président d'Haïti, qu'est-ce que tes parents t'auraient dit? Ou fou. Donc déjà, ils te disent le négatif. Et l'autre chose que j'ai appris, ce qui est important, je ne vais pas aimer passer à cette émission sans le dire, ça j'ai appris ça de ma femme qui est psychologue. L'effet, pour annuler l'effet d'un message négatif, tu as besoin de 20 messages positifs. Ça veut dire que, je l'ai lu. Ok, si tu considères que depuis 1804, même avant, nous avons été en esclavage pendant au moins 400 ans, imagine la somme d'idées négatives, de messages négatifs que tu as reçus, et surtout, imagine la somme de messages positifs que ça prendrait pour que tu te comprennes, pour que tu saches qui tu es. C'est-à-dire, il faut 20 messages positifs pour éliminer l'effet d'un seul message négatif. Là, il faut vraiment penser positif. Hein. Absolument, tout le temps. Être chanteur en Haïti, cela rapporte quoi en fait? Qu'est-ce que cela peut rapporter ou qu'est-ce que cela rapporte? Bon, être chanteur en Haïti, je ne peux pas dire que cela ne rapporte rien parce qu'il y en a quand même dernièrement qui ont fait beaucoup d'argent dans la chanson. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, certainement. Mais tu sais, notre génération, nous, on faisait la musique pour la musique. C'était de l'art pour l'art. Maintenant, ils font de l'art pour le dollar, si je veux m'exprimer ainsi. Ça fait des arts. Hein. C'est ça. Donc, c'est plus l'argent qui est important. Nous, c'était pas ça. Nous, c'était créer des choses belles, créer des textes. Les gens, maintenant, le jeune homme qui parle à la jeune femme, c'est plus le même langage. Il n'y a plus de poésie. Tu sais, il n'y a plus de création. Du tout. Donc, son bail est rapide, c'est tout de suite, allons-y, et puis c'est fini. Mais c'était plus beau, je pense. C'est pour ça que j'aime beaucoup les chansons françaises aussi. Il y a beaucoup de textes, il y a des mots qui sont bien tournés, qui sont bien trouvés, il y a des phrases. J'adore Jean Ferrat, Gilbert Bécaud, Aznavour et tout ça qui fonctionnent toujours d'ailleurs, Bécaud et Aznavour. Mais je trouve des chansons vraiment extraordinaires. J'essaie de créer dans ce style-là parce que ça me convient, je trouve que c'est tellement beau. Pourquoi aller dire des choses désagréables? C'est vrai. C'est tout. Comment connaître qu'un artiste a réussi dans son domaine? Est-ce qu'il y a une façon? Je pense qu'il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle la réussite. Absolument. C'est ce qui est important parce que la réussite n'est pas la même chose pour tout le monde. Et pour quelqu'un, la réussite, ça peut être avoir des millions, alors qu'un autre, c'est de pouvoir vivre en paix. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on tenu de compte. Mais le succès, c'est pas ce que tu gagnes. C'est pas les dollars. Non, c'est qui tu es. C'est ça la différence. Qui tu es. Si je comprends bien, c'est l'essence de la personne, c'est la ligne que la personne offre à la société. Oui, ce qui est important, c'est l'être humain lui-même. Comme je te disais tout à l'heure, quand les Américains ont créé un tas de machines, ils se sont rendus compte par la suite que ce qui était important dans leur entreprise, c'était l'élément humain. Et c'est vrai. Et c'est à partir de ça qu'ils ont commencé à faire des formations, des séminaires pour former les gens.
On parlait tout justement de la musique pour les dollars, de l'art pour les dollars. Quel avenir voyez-vous pour la musique haïtienne aujourd'hui? Bon, moi je pense que ce qui nous manque aussi, c'est que nous avons eu beaucoup de ministres de la Culture qui n'ont pas vraiment fait grand-chose, je dirais, concernant notre culture qui est censée être notre ressource numéro 1. Parce qu'on parle toujours d'Haïtiens, c'est vrai, on a beaucoup de talents en Haïti, beaucoup de chanteurs, beaucoup de sculpteurs, beaucoup d'écrivains qui ont un rayonnement international. Et pourtant, il y a un très faible pourcentage qui est alloué dans le budget national à la culture. Est-ce que ces ministres n'ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas de budget ou parce qu'ils n'avaient pas d'idée? Je ne sais pas. Ça, c'est un débat aussi. La question de la vision. Absolument. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une politique culturelle. Je pense qu'on n'en a jamais eu vraiment. Et en Haïti, parce que c'est un pays qui est extrêmement riche vraiment en termes de talent, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, dans l'écriture. On a des jeunes qui débordent de talent et qui n'ont aucun encadrement. Donc, il faut d'abord... Parce que, tu vois, par exemple, si je prends la Martinique, un musicien martiniquais, pas vrai, eh bien, il fait une seule chanson et puis c'est fini. Qui marche et puis il n'a pas travaillé dur pour gagner sa vie. Mais en Haïti, tu vas voir que c'est vraiment différent. C'est tout. D'ailleurs, je m'appelle, j'ai un de... Parent à moi, d'ailleurs, Touko Bouzi, quand on avait commencé à parler de droits d'auteur et tout ça dans le pays, ça m'intéressait beaucoup. Et il m'avait dit une chose, enfin, il avait dit une chose dans une réunion que nous avions qui m'avait vraiment frappé. Il avait dit, alors c'était pas moi qui le parlais, il a dit, écoutez, je suis un Haïtien, on me paie mes chansons dans tous les pays du monde, sauf en Haïti. Waouh! C'est vrai. Aucune radio ne paie quoi que ce soit pour les chansons des auteurs, des musiciens haïtiens qui passent sur leur station. Pas normal. Parce qu'en fait, la tendance ici, c'est comme si on rendait service à l'artiste quand on diffusait sa chanson. Franchement, quand tu y penses, c'est parce que l'État haïtien ne reconnaît pas ça comme un métier. Être musicien en Haïti, c'est pas un métier. Donc, tu dois vivre de l'air. Tu n'as pas besoin d'argent pour vivre. Facile. Oui. Monsieur Benjamin, avant de finir avec cette émission, un mot spécial à la jeunesse haïtienne. Un mot spécial? Du genre, un mot spécial de votre cœur. Moi, je pense que les jeunes devraient se former. Je pense que ça va au niveau de la lecture. Alors, je vais mentionner mon livre, ce n'est pas parce que c'est le mien, mais je crois que c'est une bonne porte d'entrée pour les jeunes pour essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivent. C'est un monde de pensée. Ce sont les pensées qui créent. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous, ça vient de l'esprit, de l'imagination des gens. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez cette opportunité. Au fait, vous êtes des co-créateurs avec Dieu, parce que vous créez vous-même autour de vous. Vous pouvez être l'artisan de votre destin. Ce n'est pas vrai que là où tu sors ne détermine pas du tout où tu arriveras dans la vie. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Il suffit d'avoir des informations. Comme on dit souvent, l'information c'est le pouvoir, c'est vrai. Si tu as des informations, tu vas pouvoir changer ton monde, te changer et changer le monde. Merci infiniment. Mais avant de clôturer l'émission, vous êtes notre... Franchement, vous avez été mon Père Noël à moi. Vous avez été mon Père Noël à moi. Et la Noël, c'est dans plus de 60 jours. Bon, disons, on va dire 70 jours pour être 80 jours. Je fais le calcul exact. Je pense que ce serait une très grande erreur de ma part de vous laisser sortir et partir sans nous chanter cet air. C'est moi de Noël. Juste avant de partir, juste avant de finir. Il faut finir également l'émission en beauté. La mélodie ou le refrain ou le texte, c'est quoi? Le refrain. On va accepter le refrain. Waouh, bon, ok. C'est moi de Noël, c'est moi de Noël, c'est moi de Noël qui pour faire Noël ou belle. C'est moi de Noël, c'est moi de Noël, c'est moi de Noël qui pour faire Noël ou belle. Depuis mon petit, moi t'ai toujours dit, faut me pousser racine, pour me capable bien grandir. Faut que moi vienne gonègue, pour y avoir ma forme, pour moi bien camper, pour y avoir tout pareil. Ma descendre la ville, sur deux camions. Faut faire souffrir en avant dans le salon. Mais je nous arrive, si bien habillé, c'est moi qui pour faire que Noël ou vienne belle. C'est moi de Noël. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, M. Benjamin, d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui pour cette édition d'À Travers. On vous remercie infiniment. On vous attend encore ici à Télévision Pacifique pour une autre émission, une autre édition d'À Travers. Pourquoi pas? Bon, ça a été un plaisir d'être ici. Je félicite le staff
de Télépacifique. Pour ce que j'ai vu ici, c'est vraiment intéressant. Vous êtes vraiment une télévision qui fait beaucoup d'efforts. Je vois que vous travaillez beaucoup. C'est continuer sur ce chemin-là. Merci beaucoup, M. Benjamin. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, ici prend fin notre édition d'À travers pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt pour un autre numéro. Au revoir. M. Benjamin, merci infiniment. C'est un plaisir.